retour sur KTB, sur KTB Radio pour les 20 ans du Festival d'art actuel Serre-les-Arts et nous accueillons, je viens de noter ton nom que je viens complètement de cacher avec cette feuille, Margot Vance de Godaille, c'est ça? Godaille, pardon. Qu'est-ce que tu fais, Margot? Ouf. Alors là, en ce moment, ici à Serre-les-Arts, je fais un spectacle de théâtre d'objets, qui est une nouvelle création. C'est un solo qui est sorti en juin. Et c'est une petite forme de 20 minutes où je raconte l'histoire de ma grand-mère qui était stripteaseuse au Moulin Rouge. Et c'est une histoire vraie. C'est génial. Qui était stripteaseuse. Alors du coup, à quelle époque? Les années 50? Ouais, c'est 50, ça, 60, ouais. Génial. Ouais, assez inspirant comme personnage. Pour le coup, ouais. Du coup, c'est humoristique un petit peu? Il y a un peu d'humour. Ouais. C'est, je le décris comme un spectacle mémoriel et érotique. D'accord. On en avait parlé, je me souviens vaguement quand on avait fait votre restitution de musique avec Raphaël. Ouais, tout à fait. Qu'on a eu aussi aujourd'hui, ce matin. D'ailleurs, ça a été notre deuxième personne ce matin. Non, troisième, notre Raphaël Samac. Du coup, d'une sorte de théâtre, comme ça, avec des marionnettes, du coup le théâtre d'objets, c'est une sorte de cousin de la marionnette. Ouais. Mais on joue avec des objets inanimés, des objets du quotidien. Ça travaille c'est né au moment, dans les années 80, surtout, quand il y a tous les objets en série qui ont commencé à arriver. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est presque plus un travail de conte et de comédien. Ouais. Et les objets sont des partenaires de jeu, c'est pas juste des accessoires. D'accord. Mais il n'y a pas de manipulation comme les marionnettes. Ok, c'est pas de la ficelle, pas... Non, et puis quand je joue avec un couteau, je vais pas faire semblant qu'il marche parce qu'on sait tout ce qui marche pas. Voilà. Ça joue plutôt sur la métaphore, les métonymies aussi, du coup les objets peuvent raconter plusieurs choses, et ça peut être des personnages, des situations... On va revenir après sur tout ça. Déjà, quel est le lien que tu as avec l'art à ses origines, depuis ton enfance? Est-ce que ça a toujours été quelque chose? Est-ce que tu es dans un monde où l'art est présent, dans tous les domaines possibles, bien sûr? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré, en dehors de manger leur crotte de nez, de se dire, tiens, c'est poser la question sur la matière? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors moi, je suis pas du tout manuel, je dessinais pas beaucoup quand j'étais petite. Mais par contre, mon père était réalisateur de films d'animation en marionnettes. Ah, ok, ouais. Donc j'ai bien grandi dans ce milieu-là. Dans le sud de la France, on avait un festival de marionnettes. Ouais, t'es d'où exactement? Moi, je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans les Cévennes, au nord de Montpellier. Et du coup, ce festival était à Vergès, à côté de Nîmes. Ça a duré 12 ans. Et moi, j'ai grandi du coup avec tous les marionnettistes du coin à faire des stages quand j'avais 10 ans de marionnettes. Et après, j'ai commencé à faire du théâtre à 10 ans. J'ai fait mon premier spectacle de théâtre. Enfin, je n'ai pas écrit du tout, mais j'ai joué dans un spectacle et après, j'ai jamais arrêté. Ouais, d'accord. J'avais une question sur ça. Ça a vraiment été le moment charnière, en fait. Ouais, ça m'a lancé. Tu touches à la scène, où tu découvres le rôle, en fait, qu'on peut porter, en fait, en dehors de ce qu'on est. T'as quel âge, tu dis, à ce moment-là? J'avais 10 ans, je pense. Ah ouais, bien, ouais. Ça t'accueille, ça va. Le départ, là. Un peu précoce. Ouais. Entre 0 et 10, quoi. Est-ce que c'est ancré en toi, maintenant, ce truc-là? Est-ce que c'est un chemin vraiment que tu as décidé de prendre? Ouais. J'en doute pas mal de temps en temps. Surtout à 10 ans, tu réalises ce truc-là. Comment ça fonctionne dans la tête d'une jeune fille de 10 ans qui dit j'ai envie de faire ça, c'était génial, etc. Moi, ça a été un peu magique parce que j'avais jamais fait de théâtre et l'année où je suis arrivé dans la troupe qu'il y avait dans mon école, ils m'ont donné le premier rôle direct. Ah. Du coup, j'ai fait, bon, ok, je vais devenir une star. Et en fait, je me suis jamais vraiment posé la question, quoi. J'ai fait un lycée théâtre, j'ai fait une fac de théâtre, enfin, ça s'est déroulé vraiment assez naturellement. Et c'est surtout dans la période Covid que j'en ai douté parce que j'arrivais plus à créer. Ouais. Il y avait plus de débouchés et je me disais, mais en fait, ça sert à rien de créer si je sais pas quand je vais pouvoir jouer. Du coup, j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai fait des études d'herboristerie, de naturopathe, enfin... tu t'es orienté vers des solutions, on va dire, voilà. Tout en gardant en toi, évidemment. C'est ça, et finalement, ça revient à une nécessité, ouais. Ça revient comment? Et le manque, ouais, je pense qu'il y avait vraiment le manque... où moi, c'est une nécessité pour sortir aussi mes idées noires, pour aller bien dans la vie, c'est une nécessité de créer. Et j'ai eu la chance aussi, enfin, on en parlera après peut-être, mais quand j'ai découvert le théâtre d'objets, c'est parce que j'ai fait un service civique dans une compagnie et que je cherchais un nouveau langage artistique aussi, parce que le théâtre me convenait plus trop.
j'avais plus envie d'être sur scène. Enfin, j'avais envie d'être sur scène, mais qu'on me voit moins. D'une manière différente. On va revenir, en effet, ça va revenir à un moment. Du coup, t'as un parcours, du coup. Donc, tu finis par faire le lycée, voilà, amen. Ouais. Alors, c'est là que tu touches vraiment au théâtre, aux prémices de la mise en scène. Tu es une jeune adolescente, pour le coup. Tu touches vraiment à une scène avec tout ce qui... Quel type de théâtre on fait encore au lycée, à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, on faisait... entre du contemporain et du classique. Moi, par exemple, j'ai passé mon bac, on devait travailler beaucoup sur Hamlet. On devait faire des scénographies sur Hamlet. Et en parallèle, on travaillait sur des écritures contemporaines comme Joël Pomera, Anouilh. Enfin, c'était très chouette. Il y avait vraiment plein de Antigone, de liens. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça. Je crois que c'est l'actrice qui m'a stupéfait. J'ai dû voir 1000 fois ces scènes. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis elle est apitée, mais elle est la meilleure Antigone, je crois, qu'on ait pu monter sur scène. On n'a jamais connu. Non, ben, si, c'est... Ouais, puis Anouilh, ça a été un des premiers à créer quand même des grands rôles féminins. Ouais, aussi. Où il redonne de la force à ces personnages-là. C'est œuvres classiques où les femmes ont un rôle qui était peut-être... elles étaient toujours sauvées par un homme, c'était un peu chiant. Là, il donne vraiment le meilleur des rôles à Antigone. Bon, déjà, l'œuvre est clairement centrée sur elle, mais... ok, ouais. Bien, c'est déjà au théâtre. Donc, après ça... Après ça, je suis partie à Paris, parce que je voulais devenir une star, absolument. On a tous touché à Paris. C'est terrible. On y a tous rêvé. Oui. Et on a tous eu mal au cul quand on a payé le café. C'est bien vrai. Et j'ai fait une fac... j'étais à Paris 8, donc c'est à Saint-Denis. Ouais. Et c'est la grande fac artistique de Paris, quand même, où il y a beaucoup de pratiques, ce qui est très intéressant, parce que dans la plupart des formations artistiques en fac, il y a surtout du théorique. Et nous, on avait beaucoup d'ateliers de création. Et puis, c'était trop bien parce qu'il y avait un vrai mélange social aussi. Il y avait tous les sudistes, tous les Parisiens qui voulaient faire de l'art qui venaient. Et il y avait aussi tous les gens des quartiers autour du 93. Et ça amenait beaucoup de choses. Enfin, en termes d'écriture contemporaine et tout, c'était vraiment super intéressant. Ouais, des rencontres, du coup, qui permettent d'inspirer et d'influencer aussi ton parcours. Ouais, des profs qui m'ont vraiment donné envie. Et d'autres profs qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait plein de choses à changer dans le théâtre aussi. Oui, bien sûr. Et ça, c'était Moi, j'ai fait de musique à Paris, tu vois. Donc, aussi, inévitablement, on a des profs un peu sulfureux. On en connaît un petit peu ici, des anciens profs. Oui, il y en a un peu. 2 ou 3 qui sont devenus sulfureux, mais qui l'ont toujours été parce qu'évidemment, le programme n'est pas la réalité, clairement, en fait. Que ce soit dans les domaines de l'art ou des sciences politiques, sociales. Les gars, l'éducation nationale nous écoute. Venez, on en discute si vous voulez. Vous avez du taf, les mecs. C'est toujours des institutions créées par des personnes de plus de 60 ans, quoi. L'Académie française. Du coup, finalement, en quoi consiste ton travail artistique aujourd'hui? Parce que là, en remettant un peu le contexte, donc c'est la première fois que tu t'exposes à Saint-Lézard? Non, j'étais venue jouer en 2019 avec mon premier spectacle que j'ai créé en marionnette. Du coup, c'était un entre-sort en caravane. Donc, un petit retour avec le souvenir du papa, du coup. C'est drôle parce que du coup j'ai refusé de faire de la marionnette pendant très longtemps pour pas faire comme mon père. Et là tu l'en fais. J'ai fait plein d'autres trucs et je suis revenue à la marionnette parce que je trouve que ça donne il y a une dimension plus onirique. Comme il y a un décalage, c'est pas des acteurs qui sont sur scène et du coup le public tu peux raconter des histoires beaucoup plus franches parce que le public s'identifie moins au personnage. Oui. Et donc ça ouvre plein de champs des possibles pour... le premier spectacle que j'ai écrit, c'est sur la mort dans les EHPAD. Et du coup, je pense que ça aurait été plus compliqué avec des acteurs sur scène. Si Alexandra, tu nous entends, ça devrait t'intéresser. On a eu Alexandra, une de nos chroniqueuses, qui a dû rentrer. Là, qui serait partie tout de suite. Là, l'émission aurait pu durer très longtemps. Sache-le, vraiment très longtemps. Parce qu'elle-même ayant travaillé en EHPAD, elle a aussi sulfureusement des choses à dire, évidemment, sur les conditions de vie de nos anciens. T'es seul à faire les voix ou parce que du coup tu donnes des voix à ces personnages ou c'est musical peut-être? Dans le premier spectacle, c'est qu'une bande-son qu'on a fabriquée, c'est que des bruitages, il n'y a pas de paroles. Et là, dans celui que je joue cette année, Pelure, c'est surtout de la parole, Donc la pièce d'aujourd'hui s'appelle Pelure. Ah, ça c'est pas mal quand même. Pourquoi? Parce que du coup je travaille sur le striptease et
j'avais très envie de trouver des objets avec lesquels je pouvais stripteaser, enfin de faire du striptease d'objets. Une banane, par exemple, qu'on peut éplucher. Et ben là, c'est un oignon. Je fais du striptease d'oignons et de gants mappa également. Et du coup, pelure, il y a cette idée d'enveloppe qu'on peut enlever, et aussi une idée de se dévoiler, de se mettre à nu, et du coup de montrer aussi toutes les cicatrices qu'il y a dans une vie, quoi. Génial, oui, pour le coup. Avec un oignon, ça. Et c'est pas chiant? De quoi? Éplucher un oignon comme ça? Je le prépare. Oui. Il y a des effets spéciaux. Je mets une petite culotte et tout. Je suis déçu de ne pas pu le voir. Je joue à 18h. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Oui, c'est vrai qu'elle joue à 18h. Ouais. Là-bas, Placette. La voûte de la Placette, ouais. Ok. Ouais, il y a eu du monde un petit peu. Ouais, il y a eu beaucoup de monde. Ouais. J'ai vu des applaudissements tantôt avant le repas. Ouais, c'est assez chouette, il y a vraiment du monde, le mot est passé. On va y jeter un œil, on ira juste après. C'est pas grave, je suis en retard. On pourra même le faire 2 fois. Du coup, à un moment, dans ton parcours, dans ta carrière, quel est le on va dire peut-être le travail, la mise en scène, l'écriture qui t'a le plus marqué? Dans ce que j'ai vu ou dans ce que j'ai créé? Dans ce que tu as fait, et même peut-être aussi dans ce qui a plu, de ce que tu as pu voir, qui a vraiment en fait marqué clairement le chemin que tu prends dans ce domaine-là, parce que tu découvres encore des choses, évidemment. Ouais, voilà, on en découvre toute notre vie en tant qu'artiste. Même là, j'avais Cédrousse avec moi et Stéphanie, et malgré comme ça la carrière, c'est solide qu'ils ont autour de leurs travaux. C'est une éternelle réflexion. Bien sur sûr. La perception qu'on a. Toi, du coup, tu as des retours de ces gens qui te regardent, peut-être aussi de professionnels que tu fréquentes, des amis, des couples, etc. Mais est-ce que dans ta carrière, tu as un moment, un truc comme ça qui s'est produit et qui a dit clairement, c'est ça en fait. C'est pas autre chose, ça peut être que ça. Et ben ça, je crois que j'ai pas encore vécu ce moment-là où j'avais vraiment choisi et vraiment trouvé ma voie. Moi, je suis plus une personne très dilettante. Du coup, j'ai fait beaucoup de formations différentes dans plein de médias artistiques de la scène. Et il y en a pas un où je me suis dit c'est vraiment ça, ce sera que ça. J'ai plus, je me dis à un moment donné, je vais créer ma propre discipline avec tout ce que j'ai engrangé comme savoir et créer une autre discipline qui n'existe pas encore. D'accord, ça, ok. Donc il y a quand même un travail de recherche un petit peu derrière. Ouais, complètement. Le monde, beaucoup de changer un peu le monde du théâtre, de ce type de théâtre, parce que là, on est sur un théâtre spécifique quand même. Ouais, mais du coup, par exemple, le théâtre d'objets, c'est un média qui m'a fait beaucoup de bien, parce que il y a une dimension théâtre pauvre. On joue avec très peu d'objets. Enfin, moi, en tout cas, mon spectacle, il est avec très peu d'objets, et ça crée des univers immenses. Et un objet peut avoir 20 facettes différentes. Ouais. Et j'aime bien cette idée aussi que mon spectacle tienne dans une valise et que je puisse aller jouer n'importe où, n'importe quand. Ça m'a fait vraiment du bien. Du théâtre de poche, en plus, c'est génial. La musique de poche, la vidéothèque de poche, là tu fais du théâtre de poche. À quoi ressemble ta mise en scène du coup? J'ai une table de bar. Enfin là c'est un bureau d'écolier, mais c'est une table carrée, une valise et une casserole. Et du coup on te voit? Ouais. Ah ok, d'accord. Tu es donc à visage découvert, tu n'es pas caché par un rideau, ou c'est pas des mains qui interviennent? Non, je raconte l'histoire, mais le focus est mis sur les objets. Okay. Mais je suis quand même visible, J'incarne un peu des personnages. Mais c'est intéressant du coup de savoir qu'on est sur un type de théâtre d'objets qui ressemble un peu au monde de la marionnette, mais qui n'avait pas, où on s'attend peut-être à une main avec un oignon qui se balade. Voilà. Puis un système, un effet spécial qui fait que l'oignon se déshabille. J'ai hâte de voir ça, du coup je suis vraiment très curieux. Et du coup, non, ça reste pour le coup, comme tu dis, vraiment tu comptes une narration, on est attentif. Ouais, c'est vraiment un travail d'acteur. Parce que du coup, tu t'exprimes des choses, tu racontes quelque chose en tenant 2 objets improbables dans la main. C'est ça. Ah, c'est du nouveau pour le coup. Est-ce que tu as des références? Est-ce que tu as déjà vu ce type de perf? Le théâtre d'objets, en fait, ça fait très longtemps, enfin ça fait 50 ans que ça existe, mais ça a été beaucoup des vieilles compagnies qui ont commencé dans les années 70-80 et qui se terminent aujourd'hui. Et là, il y a un renouveau depuis 5 ans, où il y a plein de petites compagnies, de jeunes compagnies qui s'y remettent, mais il y a eu un gros trou quand même au milieu. C'est pas un milieu très très ouvert où il y a beaucoup de gens qui s'en servent, mais moi, en fait, c'est très drôle que je revienne au théâtre d'objets parce que je pensais que j'en avais jamais vu avant.
Et en fait, je pense 2 spectacles que j'ai vus quand j'étais très petite, qui m'ont marqué, c'était du théâtre d'objets. Ouais. Il y a une compagnie québécoise qui s'appelle La Pire Espèce, qui sont vraiment fantastiques et qui font du théâtre d'objets. Moi, j'avais vu Ubu-Roi. Ouais. Et du coup, ils racontaient Ubu-Roi dans une cuisine, et ça finissait en baston de pâte bolognaise, et c'était vraiment génial, quoi. Et il y en a un autre qui est vraiment super, qui est, bon, j'ai plus son prénom, mais c'est un artiste qui s'appelle Molnar, et qui avait fait une série qui s'appelait Les Petits Suicides Quotidiens. Et il y en a un qui s'appelle Le Suicide de l'Alka-Seltzer. Du coup, l'Alka-Seltzer, c'est l'ancêtre des Doliprane effervescents. Et c'est l'histoire, il y a juste un verre d'eau, un Alka-Seltzer et un sachet de bonbons. Et l'Alka-Seltzer se fait rejeter par les bonbons qui sont tous ensemble, et il finit par se suicider dans le verre d'eau. Et c'est émouvant, c'est fou, quoi. C'est émouvant, c'est fantastique. C'est pour ça que je trouve ça vraiment magique, cette discipline. Ouais. D'éprouver, avec toute logique, hein, c'est vrai que c'est évidemment quelque chose qu'on compare à nos réalités, évidemment. Ouais, le rejet de l'autre, l'harcèlement, etc., la différence. Mais de jouer avec l'ancêtre du Doliprane, surtout, quoi. Ça, il fallait le trouver, quand même, l'ancêtre du Doliprane. Voilà, ok. Nous notons. Ces informations seront consignées dans le procès verbal. Et donc, du coup, voilà, le thème spécifique de cette exposition, ton travail, en tout cas, voilà, c'est donc une pièce de théâtre, on peut appeler ça comme ça. Ça s'appelle théâtre d'objet. Théâtre d'objet, qui s'appelle Pelure, et on ira découvrir, et du coup, on en profiterait pour faire des plans. Du coup, il n'y a pas de vidéo de cette pièce. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Eh bien, je filmerai. Superbe. Je filmerai tout à l'heure pour qu'on puisse montrer ça en montage, en post-production. Ta méthode, est-ce que tu as un atelier? Est-ce que tu as un lieu où tu t'entraînes seul? Est-ce que tu as une antre qui t'appartient, où tu peux réfléchir aussi? À partir de quoi, en fait, tu crées comme ça ton support d'inspiration? Alors, mon premier support, souvent, c'est l'écriture. J'ai passé beaucoup de temps à écrire. C'est pas vraiment des poèmes, mais c'est des textes un peu déstructurés sur des choses qui me parlent dans la vie, sur des spectacles que j'aurais envie de faire. Et souvent, ça réapparaît 5-10 ans après pour finir par faire un spectacle. Là, du coup, pour cette création-là, j'ai travaillé à la Friche Belle de Mai à Marseille, parce que je suis accompagnée. Il y a un metteur en scène qui travaille avec moi, qui est déjà comédien de théâtre d'objets. Et leur atelier est là-bas, donc j'ai beaucoup travaillé là-bas. Et sinon, non, là, on vient de prendre un atelier à Marseille, mais j'ai jamais eu d'espace de création encore. Et ça me manquait, je crois que j'ai besoin de ça. Là, tu vas pouvoir le posséder, du coup, là. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est sûr qu'avoir sa cabane. Ouais, complètement. Et puis pouvoir mettre tout son foutoir et se dire, bon, quand j'y vais là-bas, je plonge, et puis je ressors la tête quand j'ai fini. C'est ça, exactement. Puis parfois, on ne ressort pas. Projet futur, du coup. Là, tu as écrit celle-ci. Tu vas continuer peut-être à en faire. Tu vas faire une petite tournée, je sais pas. J'ai fait une bonne tournée cet été déjà avec. Là, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres dates pour cet automne parce que j'ai pas trop fait de diffusion, mais là, je vais m'y remettre. Et dans les projets futurs, il y a du coup Pelure, c'est une sorte de trailer d'une plus grosse forme qui va être monté dans 2 ans. Ok. Qui durera 1 heure, 1 heure et demie. Et qui sera toujours en théâtre d'objets? Qui sera en théâtre d'objets, en solo aussi, je pense. Ah mais ok, là tu vas... Et ce sera la même histoire, mais beaucoup plus étalée, avec beaucoup plus de détails. Un scénario plus complet. Ouais, et j'ai envie de travailler plus sur la perte de mémoire et la transmission de génération en génération aussi. T'as été stripteaseuse au Moulin Rouge? Non, mais je fais beaucoup de recherches sur le striptease et l'érotisme. Génération, oui, en effet. Bon. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est aujourd'hui. D'accord, ok. Mais donc pourquoi vraiment rentrer dans l'histoire, parce que donc les années 50, quand même, les 50-60, c'est tout un autre monde. Le Moulin Rouge, Montmartre, la Butte, enfin c'est pas le décor qu'on a aujourd'hui. Il est beaucoup moins pimpant qu'il ne l'était à l'époque, même si c'était déjà un lieu évidemment légendaire. C'était déjà fantastique. Mais ouais, du coup l'idée avec cette nouvelle création, c'est j'ai très envie de travailler avec des scientifiques qui travaillent sur la mémoire. Oh, oui. Et d'aller faire des ateliers de théâtre d'objets en EHPAD spécialisé Alzheimer, avec des personnes qui sont atteintes de cette maladie. D'accord. Pour essayer de voir comment un objet manufacturé en série, qu'ils ont sûrement croisé dans leur vie à différents moments,
est-ce que ça peut faire ressurgir des souvenirs? Intéressant. Et quels liens ont chaque personne avec ces objets-là? Quelles histoires ils peuvent nous raconter? C'est un travail scientifique, en effet, là, carrément. Ouais, c'est vraiment de la recherche sur comment fonctionne la mémoire et qu'est-ce qu'on transmet aux générations futures. Enfin, qu'est-ce qu'on a conscience de transmettre ou qu'est-ce qu'on voudrait transmettre. Ça m'intéresse vraiment. Est-ce que tu comptes peut-être en faire une étude indépendante, du coup, qui pourrait être... Eh ben, l'idée, c'est plus que j'invite des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur la mémoire et qui viennent s'en servir pour leur thèse. Ok, d'accord. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Pas mal. Donc, du coup, ils seraient présents pour après peut-être questionner le public. Ouais, que ce soit une... Ouais, ça ferait partie de leur expérimentation, ça, quoi. Ah, bien, super chouette. Ça, d'ici 2 ans. Ça, ce serait pour 2025, ouais. Ok, on sera là pour t'accueillir et en parler à fond, parce que ça, c'est vraiment bien, en fait, ouais. Ouais, je pense que ça va être un chouette projet. Ah, ça va être pas mal, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Comment on te contacte, du coup? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu as... du coup, il y a le site internet, complètement. On va leur dire en ligne, du coup. Ouais, on a un site internet, du coup, collectif Onirique Onani. Ouais. Sinon, on a un Facebook aussi avec cette compagnie. Et on a un email, c'est oniriqueonani@gmail.com. Okay. On en parle de ce collectif, c'est quoi? C'est tout nouveau? Alors, ça date de 2019. Je l'ai créé quand j'habitais dans les Hautes-Alpes. Ouais. Donc, mon collectif est basé à Serres, au SEM, depuis 4 ans. Oh. Et c'est un collectif, en fait, on a commencé à 2, puis maintenant je suis toute seule. Mais voilà, c'est toujours un collectif. Moi, mon oignon. C'est exactement ça. Mais parce que moi, dans l'idée, mon rêve artistique, c'est d'être dans une troupe itinérante où on est plein de caravanes, spectacles et on fait de la route tout le temps pour aller jouer partout. J'ai pas rencontré encore des gens. Enfin, je travaille avec d'autres compagnies qui sont dans ce style-là. Mais là, moi, c'est aussi garder ce nom collectif, c'est pour pouvoir accueillir d'autres personnes si à un moment donné, il y a des personnes qui ont envie de s'intégrer dans ce projet-là, quoi. Et donc toujours autour du théâtre d'objets? Non, pas du tout. C'est vraiment pluridisciplinaire. Moi, j'ai vraiment plein de pratiques artistiques différentes. Et du coup, l'idée, c'est aussi que ça puisse être pluridisciplinaire et qu'il y ait plein de médias différents. Ah ouais. Bah, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, du coup, à écrire à Margot, voilà, donc c'est au SEM, c'est ça, donc le SEM, le collectif Espace Multiculturel qui se trouve à Serres. Au 1 avenue Jean Moulin. 1 avenue Jean Moulin, exactement, qui est aussi d'ailleurs l'adresse de l'association Saint-Lézard, c'est des bureaux partagés. Et collectif, pour le coup là, un collectif solo, qui fait partie donc d'un ensemble de collectifs qui rassemble entre autres les différentes associations du village de Serres et des environs. On peut te contacter comme ça. Bon, voilà, 20 ans de festival. Quel âge tu as, si c'est pas indiscret? 26. 26 ans, donc un peu comme Raphaël. Tu connaissais avant Saint-Lézard, avant de rencontrer Raph? Je sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez tous les deux, mais... moi, j'ai rencontré Raph il y a très longtemps, mais on n'était pas très proches. Et non, Saint-Lézard, moi, j'ai découvert en 2019 quand on m'a proposé de venir jouer. Okay. Mais je traînais à Serres depuis plus longtemps que ça, mais j'avais jamais... jamais fait attention tu te dis, ça va peut-être pas. Du coup, qu'est-ce que tu penses de cette 20e fois avec toi, regard d'artiste, regard de femme, pour le coup, puis impliqué en plus avec quand même des idées sociales, politiques, intéressantes, pour le coup, dans l'action sociale. Là, voir, du coup, un projet qui existe avec un noyau de femmes, beaucoup de grandes dames, quand même, qui en ont rassemblé d'autres, etc. Mais notre Valérie Bourré et Paul Richer, c'est un projet qui marque forcément l'esprit en 20 ans d'expérience, 20 ans d'existence, avec ensuite tout un groupe de gens. Toi, du coup, donc, en plus, tu es proche d'un des enfants de ces créatrices, qui lui-même est artiste, qui lui-même expose avec toi cette année. Tout à fait. Comment tu ressens cet anniversaire? Eh ben, moi, je trouve ça vraiment très chouette d'avoir pensé à faire revenir tous les artistes qui sont venus avant. À les inviter, exactement. À les inviter, ouais. Je trouve ça vraiment très chouette parce qu'on voit l'évolution de leur travail. Moi, du coup, j'en avais vu quelques-uns il y a 4 ans. Quand je jouais ici, j'avais fait pas mal d'expos et c'est trop bien de voir la suite de leur travail. Ça fait vraiment du lien. Ouais. Ça, je trouve ça super. Et puis, la diversité aussi artistique qu'il y a, quoi, en termes de propositions, que ce soit de la vidéo, de la photographie, de l'art visuel, de la sculpture. Enfin, il y a vraiment plein de propositions différentes. Ce qui est hyper enrichissant, je trouve, pour le village aussi. Et de découvrir aussi des lieux auxquels on n'a pas accès dans l'année dans le village. Ça, c'est vraiment assez agréable. Le petit plus du festival, c'est qu'on découvre les maisons du très vieux Serres, pour le coup, des maisons très très anciennes, qui ont été refaites, qui ont été restaurées, qui nous laissent des traces de ces époques
quand la forteresse était encore là. Et ça, c'est un jeu plutôt armé. En voyant loin comme ça, un festival comme celui-ci, toi qui tiens un collectif, toi qui as ce super projet d'itinérance, qu'est-ce que tu en apprends un peu quand tu vois l'organisation que ça implique, toute la logistique qui est derrière? Est-ce que c'est le genre de projet qui captive, Ouais, je trouve ça très intéressant. Ouais. Et je trouve que c'est beau aussi de se dire que le noyau bénévole, ça fait 20 ans qu'ils sont là et que les personnes reviennent. Ça veut dire que c'est quand même... Il y a un truc de confiance et bien géré, quoi, pour ça. Mais complètement. Ouais. Ça, c'est très agréable aussi. Et de se dire qu'elles sont finalement pas beaucoup à gérer à l'année... Enfin, elle et il, parce qu'il y a Jules aussi. Ouais, il y a Jules, et puis bon, il y a un petit noyau solide autour de tout ça. Quand même. Ouais, ça a commencé à 2, ça termine à 3, à 4. Bon, finalement, on est une bonne vingtaine maintenant, ouais, mais de toute la région, de surcroît. C'est ça. Ouais. Ils ne sont pas que à Serres, c'est des gens qui voyagent, qui ont... on en a sur Chorges. On en a qui sont même plus ici, mais qui reviennent spécialement tous les ans parce qu'ils étaient dans le village avant. Les gens, j'en ai dit, mais Serres-les-Arts, c'est obligatoire. Et ce que j'aime bien avec Serres-les-Arts, c'est qu'aussi elles ont un travail à l'année sur le territoire. Et moi, par exemple, j'ai donné des ateliers cette année avec Serres-les-Arts en prison à Gap. Ah, génial, ouais. Avec Nicolas Boldisch. Et c'est hyper intéressant aussi de se dire qu'il y a un suivi avec les artistes, que c'est pas t'es juste invité sur l'événement. Oui, tu proposes ton truc et bisous. Quoi. Ouais, elles ont envie qu'il y ait d'autres choses qui se passent avec ces artistes, qu'il y ait du lien qui reste et qu'il y ait de la création avec les habitantes du territoire. En dehors du festival. C'est ça. Avec quelque chose d'assez original. Et avec des publics auxquels on propose pas souvent de l'artistique non plus, quoi. Enfin, dans les maisons d'arrêt et tout ça, il y a quand même peu d'ateliers artistiques c'est vrai. dans le coin. Ça, que ce soit même d'une manière générale, il y a un support très faible autour de la créativité, en fait, ouais. Et de ce qui sauve en fait l'artiste déjà en soi parce qu'il le pratique et qui peut certainement aussi révéler beaucoup de choses chez des prisonniers, c'est clair. Ouais. Non, ça je sais que c'est un truc qui est vraiment chouette. Ça aussi, il s'approche aussi en tout cas des enfants en difficulté, comme ça, des structures où il y a un besoin évident en fait de mettre un peu de lumière, un peu de musique, un peu de dessin dans tout ça. Oui, puis ça a créé sûrement aussi des destinées d'artistes, je pense. Complètement. Il y a vraiment un truc de pouvoir toucher à l'art quand on est petit ou même à des âges plus avancés. Il y a vraiment une découverte d'un moyen d'expression autre que juste la parole qui permet d'exprimer plein d'autres choses qu'on ne pourrait pas dire, quoi. Un exutoire. On en a parlé dans plusieurs des émissions aujourd'hui, c'est un exutoire pour beaucoup. Ouais. Quand les mots ne savent exprimer, quand le dessin, on va dire la forme artistique de tout ce qui serait pictural ne peut pas l'exprimer, il reste encore ce truc-là. Et ça, ouais. 26 ans, tu commences tout doucement un peu à t'intégrer à cette communauté. Qu'est-ce qui pourrait faire pour que la 21e édition de Serres-les-Arts soit encore plus grande? Plus grande. Ouais. Moi, je trouve ça assez intéressant aussi. Je sais, quand j'étais venue en 2019, il n'y avait jamais eu de spectacle vivant. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir des espaces aussi où il y a différents milieux artistiques qui se rencontrent. Parce que c'est vrai que dans les festivals d'art vivant, il y a peu de recherche, il y a peu d'expositions visuelles. Et dans les milieux d'art visuel, il y a peu de spectacles vivants aussi. Ouais. Et de pouvoir mélanger, je pense que ça peut être hyper intéressant pour le public et pour les artistes aussi de se rendre compte des réalités des autres et de créer du lien et qui peut ensuite faire des créations communes. Ça, moi, je pense que ça serait chouette qu'il y ait plus de théâtre vivant et, ou de musique ou de performance, je sais pas, mais qu'il y ait plus de liens entre les différents médias artistiques. Ouais. Ça ouvrirait d'autres champs et ça ferait venir d'autres publics aussi, je pense. Et des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller voir de l'art visuel non plus. Ouais. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Ok, c'est noté, c'est enregistré. Il y a le listing qu'on est en train de faire. Il y a un gars derrière. Là. Ah, putain, c'est vidéo. C'est bon, René. Va passer l'info. Tu sais que KTB Radio est une radio libre, c'est une radio du peuple. L'idée, c'est que ces 4 petits micros soient ouverts à tous. Et on s'est posé une question qu'on aimerait vous poser à tous ceux qui sont passés. Y a-t-il un sujet que tu aimerais que KTB Radio aborde? C'est quand même curieux que cette question bloque pour tous. Non, ça bloque pas, on réfléchit. Pour avoir la bonne réponse. Il y a 2 ou 3 qui sont regardés. Pas les carottes. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais la place des femmes dans l'art, je pense que c'est un sujet assez intéressant.
surtout pendant cet événement-là. Et ensuite, bon ça c'est un truc très personnel, mais c'est parce que je rêve de faire des émissions érotiques à la radio. C'est peut-être prévu, mais... Du coup, si jamais vous avez envie de voix pour faire ça, avec grand plaisir. Avec grande joie, carrément. Et ouais, je sais pas. Ouais, moi, je sais que j'aime bien aussi écouter des textes lus. Ouais, ça c'est prévu. C'est vraiment nos auteurs vont même relire toutes leurs œuvres. Trop bien. C'est prévu dans les projets. Tous les auteurs qui ont édité chez KTB vont avoir le privilège, en tout cas, avec public et avec musique. Ça peut être bien. Ouais, complètement. En direct. Ou en différé, en fait, puisqu'on peut faire aussi des podcasts de lecture lits par des comédiens ou des comédiennes, ce qui est aussi prévu, mais il y a une émission qui leur est consacrée, en plus de celle qu'on va faire là, prochainement, où ils vont pouvoir lire des jolis extraits avec un peu de musique derrière, qui est très calme. Ça me rappelle des souvenirs parisiens. J'étais dans un bar de poètes. Je me souviens de deux choses, cet endroit merveilleux, l'histoire que je vais vous raconter, et la migraine métaphysique que j'avais à ce moment-là. C'était très compliqué de se concentrer sur le plaisir d'être là. Et on était tombé dans ce bar qui était tenu par, je ne sais plus le nom de ce monsieur. Mais ça fait vraiment partie de ces lieux. Vous ne pouvez pas, personne ne peut deviner que cette porte ouvre ce monde. Il n'y a pas un mot qui indique bar. S'il y a un volet, il est condamné, clairement. Et emprunter cette porte, c'était rentrer dans un univers où tu avais peut-être 2 lumières, un comptoir qui était rempli de livres, tout était des livres partout, quelques tables encombrées de papier, un piano tout au fond, à l'accord douteux, mais fonctionnel pour le coup. Et en rentrant dans cette pièce, il y avait donc des gens qui, si anonymes soient-ils, qui ne se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, qui avait comme jeu de lire des extraits de poésie, avec un guitariste derrière, qui faisait de simples petits accords pour accompagner, pour peut-être poser un tempo. Et je crois qu'on je vais passer la meilleure soirée de ma vie, avec la pire des migraines que j'ai pu avoir, parce que je me souviens donc qu'il y a un énorme pain de campagne sur table, parce qu'on propose des petits repas comme ça, du vin en voiture, voilà, du fromage, et donc la soirée se termine telle qu'elle était programmée, mais nous avec Timothée et Guillaume, si vous m'entendez, on va rester avec ce monsieur très tard, très tard, on va discuter toute la nuit avec de tout. Et, moi, je trouve que la radio, c'est un outil aussi, comme tu rentres chez les gens, de pouvoir apporter une dimension artistique aussi là-dedans, de pouvoir apporter de la poésie. Enfin, je pense qu'il y a plein de personnes qui écoutent la radio pour s'informer, mais pas forcément pour avoir un accès artistique. Et de pouvoir proposer cette porte-là, c'est hyper intéressant. Qui puissent se poser des questions. Et qui doivent aussi, je le répète à nouveau, se rappeler qu'ils peuvent parler. Tout à fait. Les radios conventionnelles, sans porter critique à leur ligne éditoriale, c'est leur choix évidemment, mais offrent, je trouve, une parole très limitée au peuple. Voilà, oui, ce sont toujours des experts qui parlent. Ce sont des experts, et à défaut peut-être des témoignages qu'on a, ils sont toujours contextualisés. Là, l'idée de créer une radio où les gens peuvent venir dire voilà, ce qu'ils pensent, en fait, tout simplement. En fait. Il n'y a rien qui n'interdit, il y a des limites, évidemment, dans le respect de chacun, dans le respect du monde, de l'homme, de ce qu'il est, de la femme, de n'importe qui, mais le besoin de communiquer quelque chose, je pense que les radios devraient se concentrer sur cette chose-là. Oui, complètement, vraiment, ouvrir la parole. Ouvrir la parole au peuple, en fait, parce que on l'écoute, d'accord, mais bon, si on n'y participe pas, et qu'à défaut qu'on y passe par de vagues informations, des statistiques desquelles on est informé que par les médias, enfin bref, douter ou non. Du coup, place de la femme, évidemment, émission érotique, carrément. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Margot. Merci de m'avoir invité. Tu es donc là pour une dernière représentation, en tout cas durant le festival de la 20e de Saint-Lézard, sous le porche, à la place ce qu'on appelle la place de la Fontaine. Tout à fait. Voilà, où se trouve d'ailleurs aussi toute la logistique, le petit bar et le petit repas. Tu vas bientôt jouer, d'ailleurs, on va certainement venir avec toi près. Il nous reste 10 minutes. Messieurs, dames, nous vous annonçons que le direct de KTB Radio se termine. Tu étais notre dernier invité artistique du festival. C'est un plaisir de t'avoir eu en dernière personne. Également. Beaucoup. N'hésitez vraiment pas à communiquer depuis les réseaux sociaux, à réagir, à laisser peut-être des messages vocaux destinés aux artistes, à vos impressions sur ce que vous avez pu entendre durant ces 2 jours avec nous et avec eux.
depuis l'application KTB Radio, téléchargeable gratuitement depuis Play Store. Il y a donc une option de dédicace. Vous avez donc 30 secondes pour communiquer vos impressions, peut-être aussi de répondre à des questions qui leur ont été posées, selon vous. En tout cas, on pourrait réfléchir à la poursuite d'un discours avec eux. Merci à Mathéo qui est derrière ses caméras. Voilà, on a vu sa main. Vous avez peut-être dû le voir croiser, les caméras ont parfois pu le filmer, qui nous rejoint une fois l'an pour ce festival et qui gère notre technique avec brio. Merci. Un ami vraiment en devenir. On a rencontré seulement l'année dernière, il faut le savoir. On s'est vu. Finalement, quand j'y pense, avec Mathéo, on s'est vu 4 jours. Plus ces jours-là, donc tu vois, ça fait une semaine, évidemment. C'est même qu'on se connaît, mais il est là avec nous. C'est un ami très proche de Lauriane, qui est une grande amie et qui a dit « Ah, il y a un loulou qui va... » Bien. Donc merci pour tout. Romain Marchand, qui a été présent aussi avec nous là, pendant ces 2 jours, là, qui est évidemment en pensée avec vous tous, qui vous remercie de fond de cœur. Alexandra, qui a été notre petite chroniqueuse et notre questionneuse. Sarah aussi, notre grand noyau habituel, qui a été pertinente dans ses questions. Et Lauriane, pour revenir à elle. On remercie Serre Lézard, évidemment, toute l'équipe de Serre Lézard, tous les artistes qui ont accepté de venir répondre à nos petites questions et puis s'exprimer d'une manière plus lointaine, parce qu'on avait tendance à faire des formats très courts l'année dernière. Et là, on s'est donné le loisir, parce qu'on a des superbes locaux, d'approfondir vraiment les artistes sans particulièrement mettre de temps, même si on a essayé de gérer tout ça. On a quand même bien goupillé, tout le monde est passé, il n'y a pas eu de problème avec ça. Donc merci à Serre Lézard, merci à Serre, à la commune de Serre, à toute l'organisation. Et que dire d'autre C'était merveilleux. Voir autant de monde, apprendre tellement de choses en 2 jours, ça va donner pas mal d'idées quand même. On va commencer les montages, vous serez évidemment informés de la rediffusion de toutes ces émissions en podcast téléchargeable depuis toutes les plateformes de podcast, sur le site internet de KTB Radio, www.ktbradio.org, depuis notre chaîne YouTube pour les vidéos. Et puis l'année prochaine, on va faire ça, je pense. On vous embrasse très fort. Merci de nous avoir à nouveau écoutés. Et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mi llorona, 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 de ayer y hoy. Ay de mi llorona, 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 de ayer y hoy. C'est la chanson que me chantait ma grand-mère pour m'endormir le soir. Ma grand-mère, elle s'appelait Marie-Paule Julie Vance de Godoy. Pour moi, c'était une princesse espagnole. Elle est née dans une famille très puritaine, très catholique. Son père. Tu sais, ma fille, une femme, ça doit être doux. Une femme, ça doit être dévouée à ses enfants, à son mari, à son foyer. Et puis une femme, ça doit être discret. Mais surtout une femme, ça doit être pudique, ma fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enlève-moi ça tout de suite. Explique-lui, toi. Elle comprend rien, ta fille. Ma chérie, il faut que tu écoutes ce que dit ton père. Il a raison. Et puis surtout, ne fais pas de vagues. Et couvre-toi.
Bon, ça l'a pas empêché d'avoir eu 1000 vies et des centaines de souvenirs. Les voyages en Égypte, le sable chaud sur la peau, l'odeur du thé à la menthe. La Provence, le soleil toujours. Les années folles à Paris. L'enfance pendant la guerre. Et puis avec le temps, sa mémoire a commencé à s'étioler. Ses souvenirs à s'entremêler. « 1940. Les Allemands entrent dans Paris. Hop là, hop. Tiens, le voisin d'en face a pris la fuite pendant la nuit. Le petit garçon d'à côté a été emmené par les Allemands. On n'en parle pas. Papa dit qu'il faut rester caché pour se protéger des bombes. Papa dit aussi qu'il faut collaborer avec les Allemands. Maman dit qu'il faut bien survivre. La nuit, je rêve et j'oublie les bombes. Mais ce dont elle se souvient surtout, ma grand-mère, c'est de la faim. Ça, c'est pour les Allemands. La faim. Laisse manger ton père. La faim. La faim. D'abord ton frère. La faim. La faim. La faim. Enfin, la fin de la guerre. En 1950, pour ne plus jamais manquer de rien, ma grand-mère devient stripteaseuse au Moulin Rouge. Enfin, pas stripteaseuse parce que c'est trop vulgaire. Ma grand-mère devient effeuilleuse. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où,
à d'autres rendez-vous. Moi, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Et puis l'amour d'un régisseur est très vite. Alors elle a arrêté de danser pour nourrir le foyer. Un mari, un enfant, 2 enfants, un chien, une maison, le ménage, la vaisselle, la lessive, le repassage, l'éducation des enfants, la sortie du chien, la cuisine à nouveau, la vaisselle à nouveau. Et puis, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Laisse ton frère. Ton père, il est où? Quelqu'un a sorti le chien? Lâche ton frère. Ton père, il est où? Quelqu'un a sorti le chien? Ton frère, tu le lâches. Ton père, il est où? Quelqu'un a sorti le chien? Lâche le chien. Où est ton père? Ton frère, tu le sors. Maman a besoin d'une petite pause. Oh, quand même. Les tournées, les copines, la danse. C'était bien. Je suis une mère, je suis une épouse, je peux pas faire ça. Oh, mais les voyages, la liberté, les découvertes. J'ai toujours rêvé d'apprendre à nager dans l'océan. Les rencontres. Je suis une femme respectable. Que dirait ta mère? Elle a tout plaqué. À partir de ce jour, ma grand-mère s'est revendiquée féministe, anarchiste, autonome. Et elle a toujours tout fait toute seule. Elle a élevé ses enfants toute seule. Elle a acheté une maison toute seule. Elle a appris à nager toute seule. Elle a appris à conduire toute seule. Alors bien sûr, il y a eu des rencontres. Mais pourquoi vouloir absolument combler le vide de la solitude par l'ivresse de la rencontre? Alors à 90 ans, elle habite toujours toute seule. Elle va faire ses courses tous les jours toute seule. Elle va à la piscine toute seule. Elle va voir des amis et elle rentre toujours toute seule. Et puis avec le temps, sa mémoire a commencé à s'embrumer. Ses souvenirs à s'entremêler. Dis mamie, tu te souviens de ta chanson avec les amants que tu chantes tout le temps? Ben, je la connais presque par cœur. Parce que ma grand-mère, quand elle chante, elle se souvient. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Où sont
tous mes amants. Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seul, isolé, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour. Comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je suis esclave du souvenir et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aiment? Et puis un jour, les chansons n'ont plus suffi. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 de ayer yo. Ay de mí, llorona, 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 de ayer y hoy. Ayer maravilla fui llorona, llorona y ahora qué sombra soy. Ayer maravilla fui llorona, llorona y ahora qué sombra soy. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven a llorar. Dicen que no tengo duelo, llorona,